Soyez les bienvenus dans Rue de la République ce dimanche pour recevoir Olivia Fortin. Bonjour Olivia Fortin. Bonjour, merci de me recevoir. La maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille qui est devenue l'épicentre de la politique marseillaise depuis quelques jours. On va en parler évidemment avec Léo Purguette. Bonjour Léo. Bonjour. Le président, le directeur éditorial de la Marseillaise. Alors, 6-8, évidemment, on n'avait pas forcément prévu de commencer cette émission avec vous, Madame le maire, Madame la maire plutôt, je suis désolé. Mais évidemment, la déclaration de candidature dans ce secteur de Renaud Muselier cette semaine, c'était jeudi, a mis un peu le feu aux poudres, à la fois du dernier conseil municipal, à la fois peut-être dans ses troupes. Est-ce que vous êtes sereine avec l'idée d'affronter Renaud Muselier dans votre secteur? C'est quand même un gros morceau, Renaud Muselier. Oui, alors vous savez, les élections, c'est dans 1 an et demi. En attendant, moi, je n'entends pas les habitants me poser la question de qui sera candidat dans 1 an et demi. En revanche, j'entends beaucoup les habitants me poser la question de leur cadre de vie, des services publics. Et donc, dans cette situation qui est en ce moment compliquée quand même en France au niveau global, j'aurais aimé que les présidents d'institutions aussi importantes, effectivement, que par exemple la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puissent se soucier aujourd'hui des Marseillais. Pendant qu'on discute, le budget est adopté aujourd'hui à la région et on voit que ce budget abandonne notamment la mission locale de Marseille, abandonne des politiques environnementales. Moi, c'est ça qui me soucie, c'est comment est-ce que la région aujourd'hui doit tenir son rôle auprès des habitants de Marseille. C'est ça que les habitants attendent au quotidien. Alors, il vous renvoie la balle, et je viens à Léo Purguette dans un instant, il vous renvoie la balle en disant oui, mais de son côté, la ville de Marseille est mal gérée, c'est un peu une gabegie, on ne fait pas appel à l'Europe, etc. Donc, qu'est-ce que vous répondez? Il nous dit que les dossiers qu'on remplit sont mal remplis. Et donc, c'est pour ça que la région n'est pas Marseille. Mais je pense qu'on arrive à trouver l'aide de l'État qui se trouve à 800 km d'ici. Le siège de la région qui est à moins de 800 mètres devrait pouvoir réussir à entendre la ville si elle le souhaitait. Comme aujourd'hui, nous travaillons extrêmement bien avec la métropole, par exemple. La ville travaille avec de multiples interlocuteurs. On y arrive. Quelle est votre lecture de la réaction de Martine Vassal? On n'est pas sûr d'avoir bien compris, nous. Sa lecture à l'annonce de M. Muselier? Oui. Écoutez, moi je pense que Martine Vassal, elle essaye aujourd'hui, en tant que présidente de la métropole et du département, d'avancer pour Marseille. Et effectivement, l'annonce qui arrive là, aujourd'hui, elle percute beaucoup de choses. Je pense que c'est une réaction interne. Vous avez vu les derniers sondages, on voit que le Rassemblement national est extrêmement fort. En réalité, qu'est-ce que dit ce sondage qu'on a vu récemment? C'est que le rempart contre le Rassemblement national en 2026, ça sera Benoît Payan et le printemps marseillais. C'est ça le grand enseignement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, certains essayent de se positionner par rapport à ça. Nous, c'est pas notre sujet, on avance et on fait chaque jour ce qu'on doit rendre aux Marseillais, de la dignité, des services publics, ce pourquoi les Marseillais nous ont élus. Alors vous nous confirmez ce que nous a dit finalement Martine Vassal dans ce fauteuil il y a 15 jours, c'est-à-dire qu'il y a désormais une façon de fonctionner qui a été trouvée entre la métropole et la municipalité. Comment ça se traduit sur le terrain? Parce qu'on a longtemps dit aux Marseillais que si ça n'était pas propre, si il y avait des problèmes de transport, etc., c'était parce qu'il y avait ce conflit. Maintenant qu'il a l'air un peu derrière nous, qu'est-ce qui change? Les Marseillais le savent, la métropole a aujourd'hui les compétences qui impactent énormément le quotidien de notre vie de chaque jour. La propreté, les déchets, la voirie, le transport. Et à chaque fois que la métropole fera son travail, à chaque fois qu'elle sera au rendez-vous des attentes des Marseillais, nous lui dirons merci parce que nous avons besoin d'une métropole qui exerce ses missions extrêmement importantes. Je pense je reviens au vote Rassemblement national, on observe que ce vote augmente beaucoup. En France particulièrement, quand on habite dans une zone rurale où les services publics nous abandonnent, les habitants peuvent avoir légitimement le sentiment de déclassement et la colère qui l'accompagne. À Marseille, quand on évolue chaque jour dans un cadre de vie qui est sale, dont la voirie est abîmée et dans lequel on ne se sent pas en sécurité, eh bien nous pouvons avoir de la même manière ce sentiment de déclassement et cette colère. On a besoin que chacune des collectivités, encore une fois, soit au rendez-vous et fasse son travail. Et donc tant mieux si jamais la métropole s'échine aujourd'hui à remplir ses missions. Tant mieux, merci. Justement, Olivia Fortin, est-ce que ce n'est pas un accord purement électoraliste de façade, justement, cette entente entre Martine Vassal et Benoît Payan? Vous secouez la tête, je le dis pour nos auditeurs. Écoutez, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse avancer. Ce qui a été annoncé récemment, c'est le tracé du tramway de la Belle de Mai que les habitants attendent. Si jamais nos quartiers nord, si jamais l'ensemble de nos quartiers réussissent, c'est Marseille tout entier qui réussit. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, avançons sur nos projets, livrons ce que nous avons à livrer.
Vous faites référence à un sondage qui donne la France insoumise plus bas qu'aux européennes. Est-ce que vous souhaitez une entente avec eux pour les prochaines municipales ? Nous, le Printemps marseillais, que nous avons fondé dès 2020, a toujours été le creuset du rassemblement le plus large possible. C'est dans ce sens-là qu'on avance. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas encore le temps, encore une fois, de se poser la question des périmètres. Ce temps-là viendra, ne vous inquiétez pas. Nous, aujourd'hui, en tant que maire, encore une fois, moi, les habitants que je côtoie chaque jour m'interrogent sur demain, sur les projets que nous portons, sur leur quotidien tout de suite. Et donc, c'est à ça qu'on doit travailler. Vous avez interpellé aussi pendant les législatives sur cette alliance qui parfois est polémique. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, encore une fois, nous, notre réponse, c'est que ce printemps marseillais, nous l'avons dessiné pour être le rassemblement le plus large. Notre projet, celui que nous portons, est clair et nous avançons chaque jour au service des Marseillais. Si on va de l'autre côté de l'échiquier politique, Olivia Fortin, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux Marseillais qui votent avec raison ou non pour le Rassemblement national parce qu'il leur semble être la solution pour Marseille ? Moi, je voudrais revenir à ce à quoi je crois. C'est le modèle de société auquel j'aspire. Et moi, ce que j'entends à chaque fois que je suis aux côtés des habitants, c'est des habitants qui veulent vivre en paix, qui veulent vivre ensemble, pas qui voudraient se détester, se replier. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. On organise chaque année des moments de rassemblement pour les habitants des 6e et 8e arrondissements. Évidemment, tous les autres sont les bienvenus aussi. L'année dernière, quand on a lancé nos illuminations de Noël, on a eu 1200 personnes dans le parc de Bagatelle. Cette année, c'était 7163 personnes qui sont venues le soir. Bien sûr, on les compte pour les questions de jauge, mais qui sont venues pour les illuminations. Et moi, je note que les Marseillaises et les Marseillais veulent partager des moments ensemble et qu'on n'a pas forcément besoin de faire venir Beyoncé à chaque fois, que ça peut être des moments de simplicité, mais que c'est merveilleux d'avoir des enfants qui courent partout dans le parc. Et donc ça, c'est le modèle de société auquel j'aspire, c'est qu'on puisse vivre tous ensemble. Et donc, moi, ce que je voudrais dire à ceux qui pourraient être tentés par ce vote, évidemment, du Rassemblement national, c'est ne baissons pas les bras, en fait. Ne baissons pas les bras. Avançons pour restaurer nos services publics. Avançons pour restaurer tout ce qui doit faire creuset commun. Quand on restaure une école, c'est des enfants qu'on élève. Quand on prend soin de notre cadre de vie, c'est de la paix qu'on permet au quotidien dans la vie des gens. Et moi, j'aspire à ça. Et donc, travaillons tous ensemble à ces questions. Alors, ça nous amène à votre récente contribution pour la Fondation Jean Jaurès autour de la fraternité. Quel contenu vous mettez dans cette notion ? Écoutez, cette fraternité, c'est un des 3 éléments constitutifs de notre devise républicaine. Et si autant on peut se dire tout ce que la République a fait pour la liberté, si on voit beaucoup de choses qui ont été faites pour l'égalité, quelles sont les grandes politiques publiques de fraternité qui ont pu être mises en œuvre ? Écoutez, on en dénombre pas énormément. On voit également notre modèle de protection sociale qui commence à s'essouffler, qui n'a pas forcément été soigné ces dernières années par les différentes décisions qui ont pu être prises, notre sécurité sociale, nos retraites, tout ce qui constitue ce que fait la France avec nos services publics. Et puis par ailleurs, on voit aussi ces maires qui, partout en France, nos 35 000 maires de France, vivent des moments difficiles. On voit cette violence qui monte à l'égard des élus locaux, on voit le manque de moyens dont menace encore plus le gouvernement aujourd'hui, ces maires qui exercent chaque jour sur le terrain leur mission. Et ces maires sont ceux qui permettent au quotidien de créer les conditions pour que les habitants puissent vivre bien, puissent vivre mieux. Et ça m'importe qu'en France, on puisse vivre bien et vivre mieux. Et donc, la proposition que nous avons faite est de pouvoir donner aux maires leur pouvoir de fraternité. Qu'est-ce que c'est ? C'est permettre aux maires demain de pouvoir créer des postes comme des postes de proximité, des postes comme ceux de la police municipale, d'animateurs de quartier, de gens qui seraient présents au quotidien auprès des gens, créer des emplois, créer des lieux pour que les gens puissent se rencontrer, créer des projets pour que les gens puissent se rencontrer. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'à l'échelon local, on est capable de créer beaucoup de choses. Et je crois qu'il est temps de montrer la confiance qu'on peut avoir dans les maires en leur donnant les moyens d'exercer chaque jour leur mission. Alors, on en est très très loin par rapport au budget qui avait été présenté par Michel Barnier, qui a été rejeté avec cette motion de censure. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une possibilité d'avoir une politique nationale différente ? Alors je précise que cette proposition, nous l'avons écrite cet été, sans malice, avec Tariq Ghezali et Guillaume Hermite, et c'était pour nous à un moment des élections législatives où on a vu cette montée du Rassemblement national plus forte que jamais. C'était notre exutoire positif pour pouvoir mettre en débat quelque chose auquel on croit et contribuer à ce que je pense être nécessaire
nécessaire, c'est-à-dire être un grand débat de société sur le modèle français. On a besoin aujourd'hui de ce modèle-là, de cette discussion-là, et on a besoin qu'on puisse revenir à des questions de fond. Moi, je vois trop souvent la politique marquée par des outrances, par des oukases, par des comportements qui s'éloignent de ce que doit être notre débat, des débats de fond pour savoir ce que les uns et les autres on souhaite pour notre pays. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Et donc cette proposition qu'on a constituée cet été, effectivement, elle vise à dire, au lieu de diminuer les dotations des collectivités, doublons-les. Alors évidemment, ça peut paraître aujourd'hui à la lecture de ce budget qui prévoit au contraire diminuer les dotations des collectivités, ça peut paraître un petit peu décalé. Mais pour autant, moi je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir ce débat-là. Est-ce qu'on croit à l'action locale ? Est-ce qu'on croit à l'importance du rôle des maires ? Est-ce qu'on croit que c'est localement qu'on peut fabriquer les solutions dont notre pays a besoin ? Moi je pense que oui. Et donc je pense que c'est important qu'on puisse en discuter, en débattre en France aujourd'hui. Alors le Printemps Marseillais a répondu à sa façon cette semaine en votant un budget offensif, en tout cas pour lui, avec des investissements qui restent importants et à la hausse, avec une pression fiscale, même si elle avait augmenté ces dernières années, qui n'augmentera pas cette année. Pour la droite, c'est au contraire un budget de larmes et de sang, je crois, et complètement électoraliste et opportuniste. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors écoutez, si jamais les gens de droite à Marseille considèrent que c'est électoraliste et opportuniste de recruter des gens dans nos services publics de proximité, de continuer à dérouler les politiques publiques qui visent à restaurer cette dignité qui a tant manqué à Marseille, eh bien écoutez, j'en prends bonne note. Ce n'est absolument pas pour ma part ma vision des choses. Et je suis extrêmement fier qu'avec Benoît Payan, on puisse effectivement voter un budget qui ne tienne pas compte aujourd'hui de choses qui n'existent pas et qui ne sont pas encore décidées, et qu'on puisse continuer à creuser notre sillon. Parce que le budget qu'on a voté hier, c'est le budget qui va nous permettre de continuer à embaucher encore une fois des policiers municipaux, à embaucher des gens dans les crèches, à embaucher des gens dans les écoles, dans les bibliothèques. C'est ce budget qui va nous permettre de continuer à proposer les kits de fourniture gratuits à la rentrée pour l'ensemble de nos petits écoliers. C'est ce budget qui va pouvoir nous permettre de continuer à exercer nos politiques publiques de proximité. Et donc moi je suis extrêmement fier qu'on ait un budget qui avance et qui nous permette de continuer à investir également pour notre ville. Est-ce que ce budget n'est pas finalement fictif ? Parce que si vous êtes percuté par des annonces nationales, est-ce qu'il pourra aller à son terme ? On fait avec ce qu'on a et c'est notre responsabilité. On verra demain avec ce qui sera là. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Marseille est un peu à la croisée des chemins, effectivement, par rapport au plan Marseille en grand, puisqu'on a vu les cartes se rebattre assez régulièrement, et on a vu en tout cas monter au créneau des présidents d'institutions, que ce soit le maire de Marseille, que ce soit même Renaud Muselier à sa façon, et également Martine Vassal. Est-ce que vous craignez justement que les engagements de l'État ne soient pas tenus et du coup viennent freiner un peu l'ambition du plan Marseille en grand ? Alors non, moi je ne crains pas ce qui n'existe pas. En revanche, on travaille à faire en sorte que la voix de Marseille soit toujours entendue. Et il y a une continuité républicaine. On a à Marseille un préfet que vous avez reçu la semaine dernière, qui a pu réaffirmer sur votre plateau un certain nombre de choses. Et donc les projets qui ont été mis en place, les engagements qui ont été pris, tout ça, ça existe. On est la France. On n'est pas, on a une institution, on a des services qui fonctionnent. Et donc aujourd'hui, il n'est pas question d'envisager que quoi que ce soit puisse être mis en question. Ce n'est absolument pas l'ordre du jour. Et pourtant, des inquiétudes subsistent. Donc, on a vu que pour les transports, les choses avaient été un peu crantées. On a vu que pour les écoles, les choses commencent à s'accélérer. Est-ce que, néanmoins, vous n'avez pas un message très simple pour les citoyens, pour leur expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce qu'ils sont un peu perdus par rapport à la situation nationale vis-à-vis de Marseille. Est-ce qu'ils vous interpellent dans la rue ? Est-ce qu'ils vous disent qu'ils ont peur ? Est-ce qu'ils vous disent que les choses pourraient revenir en arrière ? Vous parlez de la situation de Marseille, du plan Marseille en grand ? Oui. Alors les gens se posent des questions, effectivement, et des questions auxquelles on répond le mieux possible chaque jour. Et c'est ça, notamment, une des facettes les plus merveilleuses du rôle de maire de secteur, qui a un rôle de proximité, d'être au contact des habitants chaque jour, et avec eux, de pouvoir discuter, débattre, et puis avancer dans les cadres qu'on propose. Et donc, bien sûr qu'il y a des inquiétudes, mais je crois que les inquiétudes, elles sont globales. On a aujourd'hui beaucoup de colère en France, beaucoup d'inquiétudes qui ne trouvent pas d'écoute avec cette vacance gouvernementale du moment. Je voudrais qu'on parle, si vous voulez bien, de votre secteur, le 6e et 8e arrondissement, et justement qu'on parle des Marseillais que vous évoquiez il y a quelques instants. En quoi est-ce qu'ils vivent mieux, ces Marseillais, depuis que le printemps marseillais est arrivé à la tête de la ville en 2020 ?
Alors écoutez, depuis 4 ans, je suis extrêmement fier de ce qu'on a pu commencer à mettre en œuvre. Je dis commencer parce que la tâche qui est la nôtre est immense. Je pense que chacun des Marseillais, chacune des Marseillaises se rend compte du soin qu'on apporte à rendre à Marseille sa dignité, encore une fois, concernant nos services publics. Et chaque fois qu'on inaugure une école, chaque fois qu'on permet aux habitants de se réapproprier ce qui leur appartient, chaque fois qu'on peut remettre l'école au centre du village, comme on dit, eh bien c'est à chaque fois une occasion de fierté partagée pour l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On travaille de façon extrêmement profonde sur l'ensemble des volets de nos services publics. Je voudrais parler notamment, par exemple, de la bibliothèque de l'Alcazar, qui est un point névralgique à Marseille de culture et de possibilités d'enrichissement de chacun. Je suis très fier qu'avec Jean-Marc Coppola, on ait pu travailler à l'élargissement des horaires de l'ouverture de la bibliothèque de l'Alcazar, qui sont passés maintenant de 10h à 19h. C'est un exemple parmi tant d'autres de cette capacité nouvelle de la ville de Marseille à rendre de la dignité à nos services publics. Je voudrais aussi vous dire que désormais, il est possible d'avoir une carte d'identité ou un passeport sans avoir le numéro de téléphone d'un élu. Et ça, c'est extrêmement important. On peut aujourd'hui avoir un rendez-vous quasiment dans les 24 heures pour refaire ses papiers d'identité. Toutes ces améliorations-là, c'est celles qu'on crante au fur et à mesure et qui changent évidemment la vie des habitants. Dans les 6e et dans les 8e arrondissements, on développe un projet extraordinaire. C'est merveilleux ce rôle de maire de secteur. Parce qu'à la fois, on travaille dans la grande proximité avec les habitants, à proposer des opportunités pour que chacun, en bas de chez soi, puisse sortir, découvrir des gens, sortir de la solitude, du repli, de la défiance et venir prendre un cours de sport gratuit dans un parc, apprendre à faire une tarte tatin avec un chef et des producteurs de pommes, par exemple. Et puis, on travaille aussi à tous ces projets stratégiques qui changent les 6e et 8e arrondissements et Marseille tout entière. Alors, avant de revenir un peu au 6-8, effectivement, vous aviez été adjointe au maire de Marseille, ouais, avec une responsabilité importante pour, on va dire, reconfigurer l'administration municipale. On a bien du mal à trouver un directeur général des services dans la ville de Marseille. Est-ce que ce problème, vous l'identifiez un problème d'attractivité de la ville? Est-ce qu'il y a une vraie difficulté dans laquelle beaucoup de hauts fonctionnaires hésitent à sauter? Je pense que jamais notre ville n'aura été aussi attractive pour des hauts fonctionnaires, pour des fonctionnaires que maintenant. Vous vous en souvenez peut-être, mais j'ai été passé en stage à la ville de Paris pendant ma période Sciences Po avant de m'engager en politique. Et à l'époque, quand je disais en 2017-2018 à Marseille, on va faire l'Union de la gauche, on va gagner. Et à ce moment-là, vous serez les bienvenus pour venir contribuer au projet marseillais. À l'époque, les hauts fonctionnaires parisiens me riaient un peu au nez, pas parce qu'ils doutaient de ma capacité à ce qu'on gagne la ville de Marseille, ça ils y croyaient absolument, évidemment, mais en revanche par rapport à ce qu'était la ville de Marseille. Et parce que cette ville a longtemps été à côté de la conformité, à côté de l'équité et à côté de l'efficacité, notre ville n'était pas attractive pour des profils qui maintenant nous rejoignent au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien, vous savez, faire face à une situation qui pendant 25 ans a été réellement abandonnée est quelque chose de difficile. Je voudrais rappeler ici qu'en 2020, quand on est arrivé en responsabilité, il n'existait par exemple pas d'annuaire des 17 000 agents de la ville de Marseille. On avait des annuaires qui comportaient le nom des gens, les numéros de téléphone, mais pas les fonctions. En réalité, notre administration avait été réellement... C'est pas un... Ce que je dis là n'est pas une caricature, c'est une réalité. Notre administration avait réellement été abandonnée pendant 25 ans. Et aujourd'hui, nous la redressons pas à pas, cette administration. Et effectivement, c'est difficile. Alors, sur les 6-8... voilà, revenons sur des projets d'extrême proximité. Vous avez... alors, peut-être une question poétique avant la proximité. Allez, mais rapidement, simplement, de l'émission. Vous avez arraché ce secteur qui était le berceau de la droite marseillaise depuis toujours, avec un discours général du printemps marseillais sur un rééquilibrage de la ville nord-sud. C'est un petit peu compliqué peut-être de parler dans la proximité à vos habitants du Sud, oui, de ce rééquilibrage-là. Vous étiez privilégiés jusqu'à présent. Non, je pense que tout le monde à Marseille a très bien compris, et depuis très longtemps, que c'est seulement si tout le monde réussissait que Marseille réussissait. Et donc, au contraire, j'ai une attention très particulière des habitants des 6e et 8e arrondissements quand on explique toutes les avancées qui existent aujourd'hui à Marseille. Notre ville est bien plus généreuse que ce que vous voudriez laisser entendre. Un projet que vous voudriez mettre en avant pour la fin de ce mandat sur le 6e ou le 8e arrondissement ? On travaille à énormément de choses avec une équipe extrêmement engagée et dynamique, et franchement je salue toutes celles et ceux qui contribuent chaque jour à faire avancer les 6e et 8e arrondissements. Un exemple par exemple pour nos auditeurs,
le soin qu'on peut apporter au quartier du Cours Julien et de Notre-Dame-du-Mont, avec des piétonisations attendues autour du parvis de Notre-Dame-du-Mont, ça va faire beaucoup de bien au quartier, et un apaisement souhaité avec des terrasses qui devraient reprendre leur place initiale quand elles ont tendance à s'expanser très naturellement. Ouais, un quartier qui a été élu, en tout cas du côté de Notre-Dame-du-Mont, quartier le plus branché, je crois. Le plus cool du monde. Ouais. Voilà. Ce que les habitants peuvent quelquefois contester un tout petit peu également. Voilà, évidemment. Merci beaucoup, Olivia Fortin, d'avoir été notre invitée à la maire du 6-8. Merci à Léo Purguette également. Passez une excellente journée. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci à vous.